Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies ce mardi. Il s'agit d'une des interventions les plus attendues pour cette 77e Assemblée Générale des Nations Unies, notamment pour des questions de sécurité que traverse le pays, mais également du rôle qu'il doit jouer dans l'environnement. Les journées de lundi et de mardi pourraient être ville morte dans le Nord Kivu. La société civile appelle la population à manifester afin de réclamer la récupération de la cité frontalière de Bunagana, occupée depuis plus de 3 mois par les rebelles M23. En Afrique du Sud, la compagnie publique d'électricité Eskom a annoncé la mise en œuvre d'un niveau de délestage pratiquement inédit, alors que ses capacités de production énergétique sont déjà réduites presque à néant. Les territoires pro-russes de la région du Donbass en Ukraine vont organiser des référendums pour intégrer la Russie du 23 au 27 septembre. Avant le début du conflit, Vladimir Poutine avait déjà reconnu leur indépendance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République s'exprimera pour faire entendre une fois de plus la voix de son pays. Il est attendu de lui une prise de position par rapport à la politique interne dans ce contexte particulier de l'agression de la RDC par le Rwanda. Autre position, le rôle du pays solution par rapport à la situation climatique. Le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi est très attendu, surtout que la République démocratique du Congo se retrouve dans un contexte national particulier, marqué par l'agression avérée de la RDC par le Rwanda via le M23, les processus de paix de Nairobi et Luanda, ainsi que les tumultes sur le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Désavoué par une population lassée de voir les casques bleus camper dans une position d'observateur, sans résultat probant depuis 2 décennies, la mission onusienne attend une issue des sorties honorables de la part de son mandat. Pour toutes ces problématiques, le président de la République attend, dans son allocution, de mobiliser la communauté internationale et d'obtenir d'elle d'un soutien multiforme et une réponse claire, comme à chaque occasion que les dirigeants du monde se retrouvent ces derniers temps. La question climatique revient dans toutes les allocutions et on ne peut évoquer cette problématique sans faire allusion à la République démocratique du Congo. Les dirigeants du monde attendent donc du président Tshisekedi la présentation des atouts de la RDC dans ces secteurs en tant que pays solution. De même qu'un mot sur la production des minerais stratégiques, son État étant dépositaire des matières précieuses rares qui rentrent notamment dans la production des voitures électriques. En sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la communauté de développement de l'Afrique australe, le chef de l'État se présentera à la tribune des Nations Unies avec des alternatives crédibles en ce qui concerne l'économie verte et les changements climatiques. Les forêts de l'Afrique centrale et les bassins du Congo constituent un poumon mondial. Il importe que le chef de l'État congolais réclame au nom du continent et des pairs une rétribution des pollueurs qui se retrouvent dans les camps des pays industrialisés. À 11h, ce mercredi, Didier Chimanga devrait se présenter au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe sur invitation de l'avocat général et officier du ministère public Raymond Kalonda. Malgré sa démission, la justice voudrait en savoir un peu plus sur ses affirmations lors des séquences vidéo qui ont fait le tour des réseaux sociaux. À quoi peut-on s'attendre de cette nouvelle instruction judiciaire? Nous avons joint un avocat, Willy Wenga, pour plus d'explications. Il faut avouer que je ne connais pas très bien le fond de l'affaire, encore que je ne peux pas trop commenter dès lors que le dossier devra être devant le procureur. Mais une chose qui reste vraie, c'est que si les faits qui sont mis à sa charge c'est à considérer comme faits de corruption ou une tentative de corruption, ça signifie que ce sont des faits qui tomberaient dans les dispositions pénales, et spécialement les articles 147 à 150 du Code pénal, livre 2, qui traitent de la corruption des fonctionnaires, corruption des officiers publics, corruption des personnes chargées des services publics. Il y a lieu de noter que toute tentative de corruption est punie comme la corruption elle-même.
la tentative est punie comme si c'était consommé, comme si c'était une infraction consommée. Par rapport à la loi, ce qu'il faut reconnaître d'abord, c'est qu'invité par le parquet général près la cour d'appel, à travers l'invitation lui lancée, il devra se présenter pour présenter ses moyens de défense d'abord, pour répondre aux préoccupations des investigations du parquet, et que lui, en répondant, et bien sûr, il sera assisté par ses conseils, il devra présenter ses moyens de défense pour démontrer son innocence et pour montrer que les faits mis à sa charge ne sont pas des faits vrais. Ainsi, les faits qui sont en train d'être mis à sa charge, parce que jusque-là, on n'a rien mis à sa charge, mais on vérifie les informations reçues par le parquet. La loi a prévu une répression de la corruption à plusieurs degrés, c'est-à-dire que ça va de 6 mois à 2 ans jusqu'à même à arriver à 10 ans. Comment faire face à la crise russo-ukrainienne? Comment atténuer les effets et les répercussions de la pandémie des coronavirus sur les économies arabo-africaines? Les délégués des Sénats ont réfléchi du 19 au 20 septembre à Bujumbura, capitale du Burundi. La RDC était valablement représentée par une forte délégation conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les gouvernements arabes et africains sont appelés à établir les systèmes de protection sociale et limiter les importations afin de faire face aux effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la pandémie de Covid-19 sur leur économie. Telles sont les recommandations émises par les sénateurs arabo-africains réunis au sein de la Ligue des Sénats, Conseil consultatif et Conseil similaire d'Afrique et du monde arabe à l'issue de la 9e réunion de cette organisation tenue du lundi 19 au mardi 20 septembre à Bujumbura, capitale du Burundi. Pour le président du Sénat de la RDC, Modeste Bahati Lukwebo, la solution passe par les changements de mentalité pour atténuer les chocs. Aujourd'hui, vous pouvez vous révolter, nous pouvons nous révolter, mais si nous voulons vendre nos matières premières, nous allons les facturer. Et si ça doit être payé en dollars, il faut que ce soit validé par le système bancaire américain. Donc, on ne pourra pas recevoir le paiement, on ne peut pas effectuer un transfert. Ce que nous devons retenir, nous, peuples africains et arabes, c'est que nous devons nous sentir interpellés pour que nous puissions changer de mentalité. Il faut sortir de la domination. Signalons que les recommandations issues de cette rencontre seront transmises au gouvernement concerné et les parlements feront à leur tour les suivis pour assurer leur application. La société civile, les mouvements citoyens et les groupes de pression annoncent une série d'actions à partir du lundi prochain. C'est notamment 2 journées ville morte, lundi et mardi, pour pousser le gouvernement à faire tout afin de récupérer la cité de Bunagana dans le territoire de Walikale. Lors de notre édition de midi, nous avions joint John Banyenye, président de la société civile du Nord Kivu. Et nous sommes en train de dire que nous ne devons pas quand même accepter que la cité frontalière de Bunagana et d'autres entités puissent continuer à rester sous l'emprise du M23 avec leurs alliés. Aujourd'hui, si nous avons eu ce point de presse, c'était pour annoncer au public les actions de grande envergure que nous devons mener pour contraindre notre gouvernement à aller foutre hors d'état de nuire ces terroristes du M23 avec leurs alliés sur les sols congolais. Donc le lundi et le mardi de la semaine prochaine, nous décréterons une journée ville morte en ville de Goma en guise de contraindre le gouvernement d'aller libérer la cité de Bunagana et les entités sous l'emprise de ces rebelles du M23. Nous avons dit que nous aurons beaucoup d'actions de grande envergure. Nous avons dit que nous sommes dans un État, nous comme citoyens, nous avons toujours payé nos taxes, nous avons toujours payé nos impôts et des redevances pour que l'État puisse faire correctement son travail, pour que l'État puisse s'assumer. L'État, parmi ses missions régaliennes, il y a celle de protéger la population et leurs biens. Et maintenant, aujourd'hui, quand nos compatriotes doivent aérer dans les cas de déplacés, et là où ils sont, ils n'ont vraiment aucune assistance adéquate, et là, nous disons que c'est trop. La 5e promotion spéciale du Collège des hautes études
de stratégie et de défense s'est distingué de plusieurs manières. Au-delà d'avoir acquis la matière, les auditeurs ont mis la main dans la poche pour soutenir financièrement les militaires au front. L'initiatrice de ce projet, Fridia Hassani, s'est confiée à nous lors d'une interview. La RDC a décidé de répliquer face à la guerre qui lui est imposée injustement sur plusieurs fronts. Les auditeurs du Collège de hautes études de stratégie et de défense n'ont pas croisé les bras et ont contribué à leur manière pour venir en aide aux forces armées de la RDC. L'initiative est d'une des membres de la 5e promotion spéciale, Fridia Hassani, qui a pu collecter une importante somme d'argent auprès de ses collègues. J'ai en parlé à mon président du groupe. J'appartenais au groupe 6. Je partageais avec lui. Il avait trouvé que l'idée était bonne. Et on a essayé de partager ça d'abord dans notre groupe. Et une fois qu'on a partagé dans le groupe, on a essayé d'asseoir l'idée. On a proposé ça à la promotion. Et il y a eu des auditeurs, aussi nos collègues, qui ont accepté et qui ont adhéré à l'idée. Et ça a permis à ce qu'on fasse cette récolte. Sa motivation, elle dit l'avoir puisée dans les enseignements même des hautes stratégies. Les réalités du front sont difficiles à vivre, il faut aider du mieux qu'on peut. Je trouvais comme un corps qui avait mal au doigt et il fallait traiter. C'est pas quand un corps a mal au doigt, c'est seulement la main qui doit s'en occuper, pas du tout. En ce moment ici, la guerre, c'est tout le monde. Et au Thiès, on nous a fait comprendre que quand il s'agit de défense et de sécurité, il s'agit pas seulement de l'armée, pas seulement du gouvernement, mais il s'agit aussi de la population. Les fonds collectés et remis en main propre à l'état-major des forces armées seront orientés selon les besoins les plus urgents pour les soldats au front. Une initiative qu'ils ont accueillie de très bon cœur. Le symposium et séminaire de formation et de renforcement des capacités des cadres de la coordination nationale pour l'accompagnement de l'action de Félix Tshisekedi s'est clôturé ce 17 septembre sous la conduite de son coordonnateur national Serge Kaïmbé. Ces assises ont réuni les voix des différents experts et la présence de plus de 150 participants venus des 14 provinces du pays et de la diaspora. Le lampion du symposium et séminaire de formation et de renforcement des capacités de membres de la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi, CONPAP en sigle, se sont éteints le 17 septembre 2022. Les différents cadres venus des 14 provinces et de la diaspora ont pendant 4 jours acquis les connaissances autour du thème la CONPAP, outil d'accompagnement de la vision du président Félix Tshisekedi et de son gouvernement comme outil solide. C'est d'accompagner le président de la République. Ce rendez-vous a connu la participation de plusieurs experts qui ont animé plusieurs modules, parmi lesquels l'inspecteur général de finances Jules Alingueté et son adjoint Didier Moussalou, directeur du cabinet adjoint du ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, le coach Dey Muller de la France et le coach Paul-Martin Moutanda de la Suisse. Prévu pour une séance académique à la cérémonie de clôture et empêché pour des raisons d'État, les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a participé par vidéoconférence. Les 150 cadres de la CONPAP délégués par les provinces et les pays de la diaspora ont été récompensés chacun par un diplôme de participation. Pour boucler la boucle, 3 diplômes d'honneur ont été décernés aux professeurs Kamba Ibuacha, Manda Cheboa et Kasongo Mwema Yamba Yamba, des scientifiques qui ont contribué efficacement à ces symposiums par l'enseignement sur des thématiques de grande importance stratégique. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route Kafoubou, et cela près de 2 semaines après la promesse faite aux religieuses de la mission catholique portant le même nom. Auparavant, Jacques Kabula-Katwe avait inspecté les travaux de construction du pont Kasungami, lancé il y a de cela quelques jours. Vous serez surpris de voir les engins dans moins de 2 semaines déjà commencer à faire la route. Oui. Comme il l'avait promis aux religieuses de la vallée de la Kafoubou il y a près de 2 semaines, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, a lancé la réhabilitation et l'entretien de la route Kafoubou jusqu'au village Sambois. Cette route sera d'abord en terre battue avant l'asphalte, qui interviendra bien entendu dans la mise en œuvre du nouveau projet du gouvernement provincial qui prévoit la réhabilitation des 150 km de route. Pour les commissaires provinciaux au développement rural Enoch Seya, la réfection de cette route va booster le développement des zones rurales comme Sambois, dont les agriculteurs vont désormais acheminer facilement les produits à Lubumbashi. Le village Sambois, c'est le village qui fait nourrir en légumes, en produits vivriers la ville de Lubumbashi. Et c'est pour cela aujourd'hui encore, vu aussi les Lucé Kwesu qui est là. Bien avant cette étape, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, avait inspecté les travaux de construction du pont Kasungami, travaux qui évoluent normalement bien.
Pour l'instant, la société Vaste Réseau des services au Congo procède justement à la coulée des massifs pour les piller, à la grande satisfaction des populations riveraines. Nous disons d'abord merci au gouvernement provincial Jacques Kabula Katoué d'avoir initié ces travaux. Il est à noter que ce pont en construction sera donc le plus long du Haut-Katanga, avec 75 mètres de portée et pourra supporter justement jusqu'à 120 tonnes. Ce projet comprend également la réhabilitation d'1 kilomètre de route afin de faciliter la traversée de cet ouvrage qui reliera les communes Katouba et annexes. C'est une nouvelle entente qui vient d'être scellée entre le BCECO et la province du Sud-Ubangui, un protocole d'accord qui porte sur la réhabilitation et la modernisation de la voirie de cette province ainsi que la construction des bâtiments administratifs et résidences des autorités provinciales. La cérémonie des signatures a eu lieu vendredi dernier. Après les protocoles d'accord signés avec le Kasaï central, c'est le tour du Sud-Ubangui de signer un protocole d'accord pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures dans cette province. C'est tard dans la soirée du vendredi que le gouverneur Jean-Claude Mabenzengbe, en visite de travail à Kinshasa, a conduit une forte délégation composée notamment du président de l'Assemblée provinciale, du rapporteur et certains députés vers les installations du bureau central des coordinations BCECO qui ont servi des cadres pour cette cérémonie. Quelques minutes ont suffi pour sceller ce partenariat à la grande satisfaction des uns et des autres. Revenant à la cérémonie, le numéro 1 du Sud-Ubangui livre ses impressions. Je dois admettre que c'est un moment important pour la province. Vous voyez ici avec le président de l'Assemblée provinciale, le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale, des honorables députés qui m'accompagnent. Nous sommes venus au BCECO requérir l'expertise de BCECO dans le domaine de marché parce que BCECO a accepté de nous assister dans la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine de nos villes. Le BCECO qui vole au chevet de la province du Sud-Ubangui pour la réhabilitation, la modernisation de la voirie urbaine et des bâtiments administratifs s'aligne dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La jeunesse du Grand Équateur apporte son soutien à la candidature de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise et président national de la Convention chrétienne pour la démocratie à la présidentielle de 2023. Elle mise tout sur sa victoire. La jeunesse de l'espace Grand Équateur, réunie comme un seul homme, s'est dit prête à soutenir tout candidat ambitieux qui a des bonnes idées pour le développement de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle a jeté son dévolu en la personne de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, qui s'est déclaré candidat président de la République. La jeunesse du Grand Équateur est prête à soutenir tout candidat ambitieux qui a des bonnes idées pour le développement de notre cher et beau pays. Cher notable Jean-Pierre Lisanga Bonganga, vous êtes un ministre d'État et député honoraire. La jeunesse du Grand Équateur vous encourage et vous rassure de son soutien inconditionnel pour votre candidature à la présidence de la République aux élections de 2023. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence organisée à Kinshasa autour des jeunes ressortissants du Grand Équateur. Évitons toute la population de notre espace, en particulier celle de toute la République en général, de nous emboîter le pas et de soutenir fermement la candidature de notable Jean-Pierre Lisanga Bonganga à la présidence du 2023. Pour la paix, l'unité, la cohésion et le développement de notre cher beau pays. La jeunesse de l'espace Grand Équateur reste confiante que leur candidat Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur de la dynamique pour une sortie des crises, va battre le président de la République et d'autres candidats lors des élections futures. Julie Ngungwa Moyuma, gouverneur de la province du Tanganyika, est arrivée à Kalemi, chef-lieu de la province, ce mardi 20 septembre, en provenance de Dar es Salaam, où elle a pris part à la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Après
un séjour de travail d'environ une semaine à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, à la recherche du bonheur de sa population, la gouverneure de Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, est arrivée à Kalemi ce mardi 20 septembre 2022. Accueillie à l'aéroport de Kainda par le comité provincial de sécurité, les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet politique, ainsi que quelques cadres de l'UDPS et de mouvements associatifs qui soutiennent le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Julie Ngungwa Mwayuma dit avoir pris part à Dar es Salaam à la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Tanzanie, une occasion en or pour elle de mûrir davantage des contacts avec ses pairs dans le cadre du projet économique commun de modernisation des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires entrepris par les deux gouvernements. On a un projet ici avec la République démocratique du Congo et la République tanzanienne. Et ce projet-là est focalisé dans notre province, la province du Tanganyika. Et tout s'est très bien passé. La chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a représenté sa province à la commission avec assistance de ses services techniques en matière de défense et de sécurité, notamment l'armée et la police. L'éclosion économique et le développement de sa province étant son rêve de tous les jours, Julie Ngungwa Mwayuma a effectué une visite éclair au port international de Dar es Salaam sous les guides de l'autorité tanzanienne du port dans l'objectif de jumeler les atouts qu'offre le port public de Kalemi qu'elle rêve à moderniser. Le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel a réuni différents journalistes issus de différentes chaînes de radio et télévision avec pour objectif évoquer les avancées et réalisations du dit projet au deuxième trimestre de l'année en cours marqué par la construction de plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire à travers les zones d'intervention du projet. Devant la presse locale et nationale, le chargé des communications du projet Picagel, Bob Kataï, a de prime abord brossé succinctement les diverses réalisations jusqu'au deuxième trimestre, et cela à travers les 4 composantes de mise en œuvre, parmi lesquelles l'agro-industrie ainsi que les chaînes de valeur agricole, couplées à la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles, où plus de 300 km sont déjà réhabilités au moyen de la technique de la haute intensité de main-d'œuvre. L'UNOPS qui s'est déployé également avec les travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole, notamment dans les territoires de Calais, avec les travaux semi-mécanisés sur l'axe Kalonge-Madiruri, à Kabaré, à Ouvira et à Fizi, avec les travaux animaux, la construction des dallos, également les travaux des infrastructures d'intérêt communautaire avec les centres communautaires de transformation du manioc, dont 15 déjà fini. Pour lui, le deuxième trimestre a été marqué par la réalisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire à travers les zones d'intervention. Le projet se porte bien, les avancées sont très significatives, ça encourage pour la poursuite. Espérons qu'avec ces travaux de redynamisation conduits par la Banque mondiale et la coordination nationale. Dans les jeux de questions-réponses, les journalistes ont eu l'occasion d'adresser quelques préoccupations qui ont été élucidées par la suite par Picagel afin de faciliter les habitants qui seront à leur tour informés à travers leurs médias. Le mouvement lumumbiste progressiste annonce l'exclusion définitive de 4 de ses membres pour haute trahison et autres manquements graves. Il s'agit notamment de messieurs Opi Mampuya, Ekofo Bola Bienvenue, Guilain Fundi et madame Annie Mbombo. Le MLP de Franck Diongo dit se réserver le droit de saisir la justice pour faire respecter ses droits contre quiconque l'utiliserait abusivement. Décision consécutive à la réunion extraordinaire de la commission de discipline du mouvement lumumbiste progressiste portant sur les manquements graves de certains anciens membres du mouvement lumumbiste progressiste. Arrêté numéro 007 portant exclusion définitive de 4 membres du mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle, devant la commission et les conseils disciplinaires à charge de Opi Mapuya, Biawini, Bienvenue Ekofo, Bola, Guillet Fundi, Annie Mbombo, tous membres effectifs du mouvement lumumbiste progressiste. Ces faits gravissimes reprochés aux précités sont constitutifs de manquements, notamment de haute trahison, le refus d'exécuter les instructions ou de s'acquitter de ses responsabilités. Le non-respect de la hiérarchie
l'indiscipline est caractérisée, la violation intentionnelle des statuts et règlements du parti sont définitivement exclus du mouvement lomombiste et progressiste MLP en sigle pour haute trahison et autres manquements graves susmentionnés avec interdiction formelle d'utiliser les insignes et emblèmes du parti. La direction générale du Fonds forestier national avait organisé une journée de célébration à l'occasion de la 13e année d'existence de la dite direction. Cet événement marquant aussi l'histoire du 23e mois du mandat de l'administrateur et directeur général des Fonds forestiers nationaux avait connu la participation de plusieurs personnalités. À l'occasion du 13e anniversaire de la Direction générale du Fonds forestier national, cette dernière avait organisé le vendredi une cérémonie de célébration enrichie de plusieurs programmes, entre autres la remise des véhicules, des services, dont 4 directions ont été bénéficiaires, à savoir la direction des ressources humaines, direction technique et d'autres. Les portes de la Direction générale du Fonds forestier national étaient restées ouvertes pour accueillir les différentes écoles invitées, d'où la mission, la vision et l'objectif du Fonds forestier national ont été inculqués aux enfants. Ensuite, la cérémonie de remise des véhicules, des services aux différentes directions du Fonds forestier national a commencé par le discours contextuel de l'administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala. En tenant compte de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, j'avais promis d'avoir comme slogan le FFN d'abord. J'invite tous les cadres et agents de la direction générale et les antennes du FFN à adhérer à ma vision managériale en redoublant d'efforts au travail bien fait. Les bénéficiaires de ces véhicules ont exprimé leur satisfaction. Les véhicules, ce n'est pas les véhicules personnels, c'est les véhicules pour le travail. Chaque direction a ses courses, chaque direction a ses problèmes. En effet, cette journée a connu la participation de plusieurs personnalités telles que le directeur général du Fonds forestier national et administrateur général, ainsi que le PCA et tant d'autres. À noter que cette cérémonie s'est soldée par une fête dans la soirée afin d'immortaliser l'événement. Problématique d'écoulement des immeubles au Nord Kivu en général et en ville de Butembo en particulier. L'Institut de bâtiments et des travaux publics s'implique dans la recherche des solutions en vue d'épargner les vies humaines d'éventuels cas de sinistres. Son principal objectif, réveiller la conscience de tous les intervenants dans la construction pour jouer chacun son rôle en vue d'assurer la stabilité des ouvrages dans cette région. Analyse multisectorielle des sinistres survenus aux immeubles en cours de construction à ville de Butembo et environ était le thème principal de ces échanges qui ont connu plusieurs orateurs, parmi lesquels le secrétaire général académique de l'IBTP Butembo et le professeur Lutimba Hubert de l'INBTP Kinshasa. Il fallait réfléchir au cours de cette conférence qui se voulait être une certaine concertation pour débattre ensemble des causes à la fois organisationnelles. Beaucoup d'autres sous-thèmes ont également été décortiqués dans cette conférence qui a attiré l'attention des participants. Au regard de l'importance de la question, l'écroulement des immeubles reste un problème réel dans le pays. En ville de Butembo, le dernier sinistre a coûté la vie à 7 personnes aux côtés d'importants dégâts matériels. Il s'avérait impérieux d'organiser ce cadre d'échange en vue de rappeler les normes sacro-saintes qui régissent notre carrière de construction. D'où l'implication de l'IBTP, producteurs, des architectes, ingénieurs, urbanistes et topographes, pour d'abord travailler sur la mentalité de la population afin d'éviter les immixtions dans les compétences et attributions en matière de construction, l'une des causes de certains cas d'accidents enregistrés dans la région. L'IBTP est à la hauteur, vous avez compris avec nous qu'il y a la question de mentalité. Parmi les solutions, en plus des compétences que regorge l'IBTP Butembo, l'institution devrait aussi se doter d'un laboratoire d'analyse et ça sera très bénéfique pour toute la région, plaide l'ingénieur Julien Paloukou Kayana. En Afrique du Sud, les réseaux électriques de la première puissance industrielle du continent est au bord du gouffre. Les Sud-Africains ont déjà passé la majeure partie de l'hiver austral à jongler avec les coupures de courant. En général, 2 à 4 heures par jour. Ils ont appris à faire avec, ou plutôt sans. Dimanche 18 septembre, la crise a pris une toute autre ampleur
Après une interminable série d'avaries, la compagnie publique d'électricité Eskom a annoncé la mise en œuvre d'un niveau de délestage pratiquement inédit, alors que ses capacités de production énergétique sont réduites à peau de chagrin. Après les débuts d'une nouvelle désescalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les territoires séparatistes de ce dernier ont décidé de fixer dans le 72 heures les débuts d'un référendum pour intégrer la Russie. C'est le chef du Parlement autoproclamé de la région de Louhansk, Denis Miroshichenko, qui a annoncé le premier les dates du scrutin mardi. D'après le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, l'Ukraine va régler la situation russe. La menace ne peut être liquidée que par la force et Andriy dénonce un chantage de la part de Moscou qui est motivé par la peur de perdre pendant que depuis septembre, les forces ukrainiennes ont gagné du terrain. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies ce mardi. Il s'agit d'une des interventions les plus attendues pour cette 77e Assemblée Générale des Nations Unies, notamment pour des questions de sécurité que traversent les pays, mais également du rôle qu'il doit jouer dans l'environnement. Les journées de lundi et de mardi pourraient être villes mortes dans le Nord Kivu. La société civile appelle la population à manifester afin de réclamer la récupération de la cité frontalière de Bunagana, occupée depuis plus de 3 mois par les rebelles M23. En Afrique du Sud, la compagnie publique d'électricité Eskom a annoncé la mise en œuvre d'un niveau de délestage pratiquement inédit, alors que ses capacités de production énergétique sont réduites presque à néant. Les territoires pro-russes de la région du Donbass en Ukraine vont organiser des référendums pour intégrer la Russie du 23 au 27 septembre. Avant les débuts du conflit, Vladimir Poutine avait déjà reconnu leur indépendance. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.